Bonsoir. L'abandon des poursuites contre l'ancien président Trump représente une victoire pour lui. La Cour suprême vient de rejeter 2 affaires comme étant sans objet. La Cour suprême a abandonné 2 procès anticorruption contre l'ancien président Trump, déclarant qu'elle n'était pas justifiée du fait que Trump a quitté ses fonctions et est devenu un citoyen privé. Tous les juges ont approuvé la décision. Les poursuites ont été engagées parce que Trump a refusé de renoncer à son empire commercial alors qu'il était à la Maison-Blanche. Il a cependant renoncé à gérer ses affaires pendant son mandat. Les poursuites ont cherché à faire valoir que Trump a violé une clause de la Constitution américaine. Cette clause interdit aux fonctionnaires de recevoir des cadeaux d'État et de monarchie étrangers sans le consentement du Congrès. Dans l'un des procès, le district de Columbia et le Maryland ont assimilé le séjour de fonctionnaires étrangers dans l'un des hôtels de Trump à de la corruption. Dans l'autre procès, l'avocat a fait valoir que les concurrents des entreprises de Trump étaient désavantagés car ils n'avaient pas de lien avec le président. La Cour suprême a pris la décision de rejeter les affaires lundi dernier. L'ancien président Trump semble revenir sur la scène politique. Il a ouvert un bureau de l'ancien président dans le comté de Palm Beach, en Floride. Cette décision intervient en plein questionnement de l'opinion publique sur l'implication politique post-mandat de Trump. Une déclaration de ce même bureau indique qu'il va gérer la correspondance, les déclarations publiques, les apparitions et les activités officielles de Donald Trump. Le bureau aura pour objectif de promouvoir les intérêts des États-Unis et de, je cite, poursuivre le programme de l'administration Trump par le biais de la défense des intérêts, de l'organisation et de l'activisme public. Le procès au Sénat sur la mise en accusation de Trump est reporté au mois prochain. Le président Biden a déclaré que le procès de mise en accusation de Trump devait avoir lieu, bien qu'il admette qu'il est peu probable que Trump soit condamné. Ce sera la première fois qu'un président qui n'est pas en fonction sera confronté à un tel procès et certains républicains contestent la légalité d'organiser un procès contre un ancien président. Les citoyens ordinaires ne peuvent pas être mis en accusation. La mise en accusation est une mesure de destitution et ici l'accusé a déjà quitté ses fonctions. Le sénateur Rand Paul a demandé au Sénat de voter pour savoir si c'est constitutionnel de faire le procès d'un président qui n'est plus en fonction et qui est donc devenu un citoyen ordinaire. Par leur vote, 45 sénateurs ont jugé le procès inconstitutionnel. Il est donc peu probable que le Sénat puisse mettre en accusation Trump. Il leur faut au moins 17 sénateurs républicains pour parvenir à le faire condamner. Immédiatement après le vote d'aujourd'hui, le sénateur Rand Paul a écrit sur Twitter que le procès était caduc à son passage au Sénat. Le procès est prévu pour le mois prochain, mais le président de la Cour suprême des États-Unis, John Roberts, ne le présidera pas. Il dit qu'il n'est pas intéressé à présider un autre procès au Sénat visant à mettre en accusation l'ancien président Trump. Certains s'attendent à ce que le sénateur démocrate Patrick Leahy préside le procès au Sénat à sa place. Et la nouvelle députée Marjorie Taylor Greene a expliqué à NTD pourquoi sa première action majeure au sein du gouvernement est de déposer des articles de mise en accusation contre le président Biden. Les articles accusent Biden d'abus de pouvoir lorsqu'il était vice-président. Elle donne comme exemple l'incident de Burisma en Ukraine en 2016, lorsque Biden a menacé de retenir $1 milliard d'aide étrangère si les dirigeants ukrainiens ne congédiaient pas un procureur anticorruption qui enquêtait sur ce dossier. Il s'agissait d'une société du secteur de l'énergie dans laquelle siégeait le fils de Biden, Hunter Biden. Quelle que soit l'appartenance politique, nous ne pouvons pas avoir à cette position du pouvoir quelqu'un qui est prêt à accorder des faveurs et des accords particuliers juste pour enrichir sa famille. C'est pourquoi les articles de mise en accusation de Joe Biden sont très importants. Nous ne pouvons pas tolérer ce type de corruption. Un rapport datant du mois de septembre issu des commissions sénatoriales de la sécurité intérieure et des finances a révélé que Hunter Biden avait fait des millions de transactions douteuses avec des ressortissants chinois liés au régime et à l'armée chinoise. C'est donc pour cela que je me suis présentée au Congrès. Je n'ai pas envie de jouer au même vieux jeu républicain qui ne marche plus. Nous ne mettons pas assez les démocrates face à leurs responsabilités. Ce que j'apporte sur la table, c'est que je suis fatiguée des promesses de campagne et je veux que les républicains sortent de leur silence. Elle affirme que ce n'est pas seulement Hunter Biden qui est responsable de ces prétendues transactions commerciales corrompues. Elle accuse le président Biden et la première dame d'être directement impliqués dans la corruption en se basant sur des déclarations de l'ancien partenaire commercial de Hunter Biden, Tony Bobulinski. Ce dernier a laissé entendre que Joe Biden était impliqué dans certains de ces accords. Joe Biden a nié à plusieurs reprises son implication dans les affaires de sa famille. Certains s'interrogent sur les objectifs de la députée, car si elle réussit à faire destituer Biden, c'est la vice-présidente Kamala Harris qui accédera à ces fonctions.
Kamala Harris est coupable de ce qu'ils ont exactement reproché au président Trump et j'ai l'intention de la tenir également pour responsable de ses actes. Elle a cité la promotion faite par la vice-présidente pour le Fonds de liberté du Minnesota. L'argent de cette caisse aurait été utilisé pour financer la libération de manifestants arrêtés pour des délits de violence lors des manifestations de Black Lives Matter durant l'été. Le nom de la représentante Green figure seul sur les articles de mise en accusation, mais elle dit qu'elle n'est pas découragée par cela. Elle essaie d'encourager les autres députés à être plus audacieux et à le montrer au peuple américain et au Parti démocrate. Le Texas célèbre une victoire après que son procureur général ait obtenu gain de cause dans son procès contre le gel des expulsions décrété par l'administration Biden. Le juge Drew Tipton, qui a été nommé par l'ancien président Trump, a émis une ordonnance de restriction temporaire, bloquant pendant 14 jours le gel des expulsions décrété par Biden pour 100 jours dans tout le pays. La décision du juge est une réponse aux poursuites engagées contre Biden par le procureur général du Texas, Ken Paxton. Paxton a célébré cette victoire sur Twitter en écrivant, je cite, « 6 jours après l'investiture de Biden, le Texas a stoppé son gel illégal des expulsions. » Il a également qualifié le décret de Biden de politique révolutionnaire gauchiste. Paxton a affirmé la semaine dernière que le département de la sécurité intérieure n'a pas consulté le Texas avant de changer la politique d'immigration, comme le prévoit un accord entre le département fédéral et le Texas. L'administration Biden a introduit plusieurs changements dans la politique migratoire, parmi lesquels une proposition de naturaliser près de 11 millions d'immigrés sans papier. La semaine dernière, Biden a également signé un décret pour stopper la construction du mur à la frontière avec le Mexique. Le député texan Henry Cuellar a confirmé l'arrêt des travaux lundi soir. Durant les années Trump, les démocrates et des militants pour l'immigration ont tenté à plusieurs reprises de faire barrière à la politique migratoire de Trump par des actions en justice. Avec cette action en justice menée par Paxton, d'autres pourraient bien suivre côté républicain. Des procureurs fédéraux ont affirmé être sur le point d'inculper des individus pour incitation à la révolte en lien avec l'attaque du Capitole le 6 janvier. Les assaillants du Capitole risquent jusqu'à 20 ans de prison. C'est ce qu'affirme le procureur Michael Sherwin, qui précise que plus de 400 dossiers ont été ouverts en rapport avec l'événement. Oui, nous travaillons sur ces cas en ce moment, et je pense que ça va aboutir dans peu de temps. Lors d'une conférence de presse, Sherwin a également déclaré que 150 personnes ont été accusées pour des crimes fédéraux. Selon l'assistant responsable du bureau du FBI à Washington, des personnes ont dénoncé leur propre famille et amis. Certains parmi vous ont reconnu que c'était un acte si scandaleux que vous avez dénoncé vos propres amis et familles. Je sais que ces décisions ne sont pas faciles, mais vous avez décroché le téléphone parce que c'était la chose juste à faire. Nous vous remercions pour votre choix. Le FBI a déclaré avoir arrêté environ 35 personnes jusqu'à présent, avec chaque jour de nouveaux suspects identifiés. Un communiqué de presse du département de la justice montre que Brandon Straka, fondateur de la campagne du parti antidémocrate Walk Away, a été arrêté lundi. Il est accusé d'altercation avec un officier de police durant l'émeute et un certain nombre d'autres délits. Nous avons contacté le mouvement Walk Away, mais nous n'avons pas reçu de réponse avant la diffusion de ce reportage. Des milliers de membres de la Garde nationale vont rester dans la capitale jusqu'au mois de mars. Un lieutenant nous donne son avis sur le maintien de la présence militaire après l'investiture. 13 000 membres de la Garde nationale sont toujours postés à Washington et leur nombre sera réduit à 7 000 d'ici la fin de la semaine. Et selon le secrétaire de l'armée par intérim John Whitley, au moins 5 000 soldats devraient y rester jusqu'à la mi-mars, en raison des avertissements du FBI concernant d'éventuels troubles. Le FBI avait également mis en garde contre des attaques potentielles le 20 janvier, mais il n'y a pas eu de tentative. Le lieutenant Stephen Rogers qualifie cette mesure d'inutile et de jamais vue. La Garde nationale doit être utilisée pour soutenir la police et pour la renforcer lorsqu'elle n'est pas en mesure de faire face aux attaques qui ont lieu dans ces villes. En ce moment, je dis que c'est juste une action politique. Quel genre de message est envoyé? Ce n'est pas un bon message pour nos dirigeants mondiaux, ni pour le peuple américain.
Le lieutenant Rogers est un officier de police et de la marine américaine à la retraite qui a également travaillé conjointement avec le FBI sur le terrorisme. Il se demande pourquoi la garde nationale n'a pas été envoyée dans des villes comme Tacoma, à Washington, où les antifas ont attaqué et vandalisé des biens publics et privés lors des émeutes de l'été. Ce qui est le plus déroutant, c'est d'avoir nos troupes à Washington, alors que des villes sur la côte ouest sont en train de brûler. Pourquoi la garde nationale n'est-elle pas envoyée là-bas? Je ne peux qu'en conclure que tout cela n'est qu'un coup politique. Selon lui, un grand nombre d'Américains est préoccupé par l'infiltration communiste et la vue des troupes dans la capitale n'est pas saine pour l'Amérique. La vision des troupes dans notre capitale ne renvoie pas une bonne image au peuple américain. Je ne peux qu'en conclure que tout cela n'est qu'un coup politique. Alors même que règne une inquiétude concernant la promotion d'un programme communiste et socialiste par certaines personnes dans ce pays. Le lieutenant a également déclaré que le contrôle effectué sur les réservistes de la garde nationale était sans précédent et l'a qualifié de test politique décisif, puisque le FBI a lui-même déclaré qu'il n'y avait aucune preuve d'une attaque planifiée et que le contrôle n'était qu'une mesure de précaution. J'espère que nous n'assiterons pas à d'autres épisodes de ce genre. Et si c'est le cas, cela ne ferait qu'accroître les soupçons sur la nature de ceux qui influencent nos dirigeants. Selon Rogers, l'Amérique est dans une guerre idéologique et c'est une guerre contre la liberté d'expression. Il dit que l'ennemi n'est pas américain, mais ce sont des forces étrangères telles que le Parti communiste chinois qui cherchent à subvertir l'Amérique. Le sénateur Ted Cruz tente de limiter la durée du mandat des législateurs afin de responsabiliser les politiciens de carrière. Le sénateur Ted Cruz et d'autres républicains ont réintroduit un amendement à la Constitution pour limiter le nombre de mandats pouvant être légalement exercés par les législateurs. Il limiterait les sénateurs à 2 mandats de 6 ans et les députés à 3 mandats de 2 ans. Cruz a dit que la montée du carriérisme politique au sein du Congrès actuel s'écarte fortement de ce que les fondateurs avaient prévu pour les organes directeurs fédéraux. Il compte ainsi responsabiliser davantage les législateurs. Il espère aussi pouvoir obtenir plus de contrôle sur les législateurs du Capitole et l'obligation de rendre des comptes. Il a déclaré « Chaque année, le Congrès dépense des milliards de dollars en cadeaux pour les personnes bien ancrées. Les initiés de Washington reçoivent l'argent des contribuables et les membres du Congrès sont réélus, alors que le système laisse tomber le peuple américain. » Parmi les autres républicains qui ont rejoint Cruz figurent les sénateurs Mike Brown, Pat Toomey, Marco Rubio, Todd Young et Rick Scott. C'est la 3e fois que Cruz introduit un amendement dans ce sens. Un opposant a fait valoir en 2019 que la limitation des mandats rendrait le travail du Congrès plus difficile et sans une élection dont il faudrait se préoccuper, les législateurs pourraient être moins soucieux des besoins de leurs électeurs. Cruz demande à ses collègues de soumettre l'amendement aux États pour une ratification rapide. Le Sénat vient de confirmer un autre membre du cabinet du président Biden, le nouveau secrétaire d'État qui succédera à Mike Pompeo. Nous allons aborder le monde non pas tel qu'il était, mais tel qu'il est. Un monde où le nationalisme monte, où la démocratie recule, où la rivalité est grandissante entre la Chine et la Russie et d'autres États autoritaires. Anthony Blinken sera le nouveau secrétaire d'État. Il deviendra le plus haut membre du cabinet et le 4e dans la lignée de la succession présidentielle. Auparavant, il a servi sous l'administration Obama. Sur la question des relations avec la Chine communiste, Anthony Blinken a déclaré qu'il pense que le président Trump avait raison d'adopter une position plus ferme vis-à-vis de la Chine, mais il a également déclaré qu'il y avait encore de la place pour la coopération. Lorsque nous regardons la Chine, il ne fait aucun doute qu'elle représente le défi le plus important de tous les États et en ce qui concerne nos intérêts, l'intérêt du peuple américain. Il y a, à mon avis, des aspects contradictoires de plus en plus importants dans cette relation, certainement des aspects compétitifs et encore quelques aspects coopératifs lorsque c'est dans notre intérêt mutuel. Certains sénateurs républicains ont voté contre la confirmation de Blinken en raison de sa politique au Moyen-Orient. Le sénateur Rand Paul dit que le problème avec Blinken est que ce dernier préconise une intervention militaire au Moyen-Orient. Le président Biden a signé 4 nouveaux décrets relatifs à la discrimination sur le logement, à l'emprisonnement et d'autres problèmes que rencontrent les communautés minoritaires. Le logement, par exemple, le logement est un droit dans la propriété américaine. Le droit à la propriété est un outil essentiel à la création de richesses et à transmettre à 2 générations. Aujourd'hui, j'oriente le département du logement et des affaires urbaines et du développement urbain vers un redressement des politiques contre le racisme et pour le logement.
Un autre des décrets de Biden ordonne au ministère de la Justice de ne pas renouveler les contrats que le gouvernement fédéral a conclus avec des prisons privées. Ceci est conforme aux promesses de sa campagne. Un autre de ces décrets renforce les liens avec les tribus amérindiennes. Aujourd'hui, je demande à l'agence fédérale de relancer le processus de consultation avec les tribus indiennes. Le respect de la souveraineté tribale sera la pierre angulaire de l'engagement avec les communautés amérindiennes. Biden tente de donner aux tribus amérindiennes l'accès au stock national stratégique afin qu'elles puissent obtenir l'aide de l'Agence fédérale des situations d'urgence pendant la pandémie et il demande au ministère de la Justice de travailler avec la communauté des Américains d'Asie et des îles du Pacifique pour prévenir les crimes haineux associés à la pandémie. Twitter a régulièrement signalé les publications qu'il suspecte de désinformation, en particulier en lien avec la fraude électorale présumée. Twitter transfère maintenant ce pouvoir de flaguer à certains utilisateurs s'ils remplissent certaines conditions. Des experts nous parlent de cette nouvelle fonctionnalité. Si vous êtes sur Twitter, que vous avez un téléphone et un email vérifiés, que vous n'avez pas d'antécédents de violation récente des règles de Twitter, alors vous êtes un bon candidat pour Birdwatch. Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité de Twitter qui permet aux utilisateurs de signaler eux-mêmes les tweets considérés comme trompeurs ou faux. Selon Twitter, Birdwatch est destiné à traiter la question de la désinformation, mais pour le professeur en médias sociaux André Selepak, il y a beaucoup d'interrogations. Ce qui m'inquiète, c'est que les gens vont s'installer dans leur chambre d'écho et ils vont chercher tout ce qui n'est pas en accord avec ce qu'ils croient déjà. Ainsi, s'ils sont de gauche, ils vont regarder les commentaires des gens de droite et chercher à modérer leur contenu, faire des suggestions, ou simplement signaler leur contenu, et il en sera de même pour les gens de droite quand ils regarderont le contenu des personnes de gauche. Selon Joshua Philippe, journaliste d'investigation de The Epoch Times et animateur de la chaîne Crossroads sur YouTube, Birdwatch ne remplira pas la mission annoncée et Twitter lui-même n'est pas neutre. Twitter n'a pas vraiment de position neutre lorsqu'il s'agit de permettre de nouveaux articles et de nouveaux points de vue. Nous avons vu, par exemple, la censure sélective et la censure sur les personnes qui soutiennent Trump avec l'apposition d'avertissements sur les tweets. Il semble que Twitter le fasse pour des raisons politiques ou pour être juste envers eux. Peut-être le font-ils aussi parce qu'ils n'ont pas la capacité de modérer le contenu au degré qu'ils estiment nécessaire. Et donc, ils recrutent des personnes pour le faire à leur place. Au sujet des élections de 2020, Twitter déclare avoir signalé 300 000 tweets, la plupart concernant des allégations de fraude électorale. Dans le même temps, la plateforme a déclaré que les messages du régime communiste chinois qui nie l'existence du travail forcé dans la province de Xinjiang n'enfreignaient pas ces règles. Selepak dit qu'il y a beaucoup de questions sans réponse sur qui fera partie de Birdwatch. La question est de savoir qui sont ces personnes qui vont être choisies, qui va être autorisé à le faire et quels sont leurs antécédents. Twitter a dit qu'ils vont autoriser différents utilisateurs avec des parcours différents, mais verrons-nous un jour une liste de ces personnes? Saurons-nous un jour combien il y en a? Il y a encore beaucoup de questions qui se posent sur ce que sera la version finale. Selon Joshua Philippe, des personnes vont déterminer ce qui est vrai sur Twitter. Pour qu'une personne s'engage dans une telle voie, il faut être capable de maîtriser ses émotions, notamment par rapport à sa volonté de mettre fin à ce qu'elle perçoit comme de la désinformation. Et malheureusement, ce qui aujourd'hui est perçu comme de la désinformation n'est pas toujours de la désinformation. Cela peut simplement être quelque chose avec quoi vous n'êtes pas d'accord. Et donc la question sera de savoir ce qui constitue la vérité et ce qui constitue la vérité admise. Selon Philippe, la nouvelle fonctionnalité de Twitter n'est pas si différente des actions menées par les régimes communistes dans le passé. Il évoque la Chine communiste du XXe siècle où les enfants dénonçaient leurs parents, ce qui a conduit à leur exécution et à leur rejet par le Parti communiste chinois. Ce genre de programme peut conduire à une perte de confiance des gens les uns envers les autres, et ils vont commencer à se regarder comme le ferait une police de la pensée. C'est la réalité que Twitter est en train de créer. Il recrute des volontaires pour constituer une police de la pensée, et nous avons vu cela se produire sous de nombreux régimes communistes dans le passé et nous avons vu le genre de tension que cela crée entre les gens. C'est une situation terrible pour notre société. Au cours des derniers mois, Twitter a étendu un certain nombre de ses politiques pour surveiller les informations trompeuses. La plateforme a également suspendu plus de 70 000 comptes qui étaient engagés dans le partage de ce qu'ils ont appelé des contenus nuisibles associés au QAnon, qui selon eux étaient destinés à la propagation de cette théorie conspirationniste à travers la plateforme.
Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.